N'avez-vous jamais eu l'impression que le scénario de votre vie avait subi une modification inattendue, vous laissant au bord du chemin, perplexe? La vie, dans sa grande orchestration, nous confronte parfois à des épreuves déconcertantes, un licenciement qui sonne comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, une relation qui s'effrite malgré tous nos efforts, ou un projet ambitieux qui s'effondre soudainement. Dans ces moments de turbulence, il est tout à fait humain de se sentir la proie d'un sort injuste ou d'une malchance tenace. Mais si je vous disais qu'au-delà de cette impression de chaos, il existe une logique plus profonde, une mécanique universelle qui, loin d'être le fruit du hasard, régit nos expériences selon des principes immuables. Au cœur de la sagesse bouddhiste réside une perspective qui change tout. Chaque élément de notre existence est intimement lié aux autres, et chaque événement, même le plus douloureux, porte en lui une signification. Une parole ancestrale, attribuée au Bouddha, éclaire cette idée. Rien n'existe jamais de manière isolée. Toute chose est en relation avec tout le reste. Cette affirmation n'est pas une simple formule poétique. Elle est une clé qui nous ouvre à une compréhension plus vaste, non seulement des événements eux-mêmes, mais de leur connexion subtile avec l'univers et la trajectoire de notre âme. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur de ces principes. Nous allons explorer comment les incidents que nous percevons comme aléatoires sont en réalité les fils d'une immense fresque cosmique tissée par les lois du karma, de l'impermanence et de l'interconnexion. Ces concepts ne font pas que donner un sens à nos expériences. Ils nous offrent un véritable canevas pour notre évolution personnelle. Ils suggèrent que nos plus grandes difficultés ne sont pas des échecs, mais des portails vers une profonde transformation intérieure. Le rôle du karma est la danse de l'impermanence. Le karma, l'un des piliers de la philosophie bouddhiste, est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'un système de punition divine, mais plutôt d'un principe d'action et de réaction. Chaque action, chaque parole et même chaque intention que nous émettons crée une onde d'énergie, un écho qui façonne la réalité que nous expérimentons. Une histoire zen illustre magnifiquement la façon dont cette idée se conjugue avec un autre concept fondamental, l'impermanence. Imaginez un jeune disciple recevant les enseignements de son maître. Un jour, une tasse de thé, précieuse et aimée, tombe et se brise en 1000 morceaux. Sa destruction est un rappel puissant de la nature éphémère de toute chose. Face à la tristesse du disciple, le maître, avec une sérénité totale, explique que la tasse était déjà cassée du jour où elle a été créée. En acceptant son destin inévitable, il nous enseigne que s'aligner sur le flux constant de la vie nous permet d'accueillir nos expériences avec paix plutôt qu'avec résistance. Mais pourquoi cette acceptation de l'impermanence est-elle si cruciale? Comprendre que rien ne dure, ni la joie, ni la peine, nous aide à traverser les deuils et les déceptions avec une plus grande équanimité. Notre existence n'est pas une photographie figée, mais plutôt une danse cosmique en perpétuel mouvement. Les saisons passent, les étoiles naissent et meurent, et nos vies suivent ce même courant ininterrompu. Cette perspective peut radicalement changer notre manière d'aborder chaque défi, transformant la douleur en une voie vers la sagesse. De plus, dans la vision bouddhiste, la souffrance n'est pas une fatalité à subir, mais une opportunité de croissance et de purification. Une autre parabole nous offre une image puissante. Un maître montre à son disciple un morceau de charbon et un diamant. Tous deux sont faits de carbone, explique-t-il. Mais seul le diamant a acquis son éclat et sa solidité après avoir subi une pression et une chaleur extrêmes. Cette métaphore est parfaite. Nos difficultés, nos épreuves sont cette pression intense qui peut nous polir, nous raffiner et révéler un soi plus résilient, plus conscient et plus lumineux. Pensez-y un instant. Et si chaque obstacle que vous rencontrez était en réalité un maître déguisé, porteur d'une leçon qui n'attend que d'être comprise? En adoptant cette approche face aux épreuves, nous n'apprenons pas seulement à survivre, mais à véritablement grandir. Nous transformons nos peines
en sagesse et nos défis en tremplin pour notre évolution. Car dans le grand dessein de l'univers, chaque instant, aussi difficile soit-il, vous place exactement là où vous devez être pour votre propre épanouissement. La pleine conscience et la méditation, la boîte à outils de l'esprit. Dans la riche panoplie des enseignements bouddhistes, la pleine conscience et la méditation apparaissent comme des outils pratiques et puissants, capables de transformer radicalement notre perception de la vie. Il ne s'agit pas simplement de s'offrir des bulles de calme dans le tumulte du quotidien, mais de cultiver une conscience aiguisée et durable qui infuse chacune de nos actions, pensées et décisions. En intégrant ces pratiques, nous créons un laboratoire intérieur pour observer et appliquer les principes du karma, de l'impermanence et de l'interconnexion, nous menant ainsi vers une existence plus harmonieuse et éclairée. Comprendre la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience est l'art d'ancrer son esprit dans l'instant présent, d'être totalement engagé dans l'ici et maintenant, sans filtre ni jugement. C'est une conscience attentive de notre corps, de nos sensations et de nos pensées. On peut la pratiquer n'importe quand, en mangeant, en marchant ou même en écoutant quelqu'un. Elle nous invite à vivre l'expérience brute du moment sans y superposer le voile de nos interprétations, de nos peurs ou de nos attentes. La méditation, quant à elle, est un entraînement plus formel et délibéré de l'attention. C'est en quelque sorte la salle de sport de notre esprit. Elle consiste souvent à s'asseoir dans le calme et à porter son attention sur un point d'ancrage, comme la respiration, un son ou une sensation corporelle. Grâce à une pratique régulière, on développe la capacité de calmer le flot incessant des pensées, d'observer nos émotions sans s'y identifier et de cultiver une compréhension plus intime de nous-mêmes et de la nature de la réalité. Les bénéfices concrets de ces pratiques. Premièrement, une conscience de soi accrue. La pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation nous permet de devenir l'observateur silencieux de notre propre théâtre intérieur. Cette lucidité est essentielle pour reconnaître nos schémas de pensée et de comportements automatiques, souvent hérités d'un karma passé. En observant nos réactions sans jugement, nous devenons capables de faire des choix plus conscients, alignés avec la personne que nous aspirons à devenir. Ensuite, une meilleure santé émotionnelle. De nombreuses études scientifiques convergent sur ce point. La méditation réduit de manière significative le stress, l'anxiété et les états dépressifs. Cette pratique nous apprend à réguler nos émotions, nous offrant une plus grande stabilité, une sorte de boussole intérieure pour naviguer les tempêtes de la vie. Cette régulation émotionnelle est la clé pour composer avec l'impermanence, nous permettant d'accueillir les hauts et les bas avec plus de sérénité. Enfin, une concentration et une clarté mentale améliorées. En entraînant notre esprit à rester focalisé, la méditation sculpte notre capacité d'attention. Cet effet se répercute sur toutes nos fonctions cognitives, incluant la mémoire et l'apprentissage. Plus encore, cette clarté mentale nous permet de percevoir les fils invisibles qui relient les événements, de déceler la logique cachée derrière le chaos apparent et de mieux saisir la profonde interconnexion de toutes choses. On associe souvent la pleine conscience et la méditation à la sphère de l'esprit, à une quête de sérénité intérieure. Mais si je vous disais que leurs bienfaits les plus concrets et mesurables commencent en réalité dans notre corps? En effet, de nombreuses études confirment un lien direct entre ces pratiques et une amélioration tangible de notre santé physique. On observe notamment une meilleure régulation de la tension artérielle, un apaisement notable des douleurs persistantes et un sommeil bien plus profond et réparateur. Ces avantages créent une spirale vertueuse. Un corps plus sain et plus résilient abrite un esprit plus clair et plus calme. Ce cercle positif de bien-être devient alors le terreau fertile sur lequel notre croissance spirituelle peut s'épanouir. Mais comment intégrer concrètement ces pratiques dans le tumulte de nos vies modernes? L'idée n'est pas de se retirer du monde, mais de le vivre plus intensément.
Voici quelques pistes pour transformer le quotidien en terrain d'entraînement pour l'esprit. L'alimentation en pleine conscience. Au lieu d'avaler un repas distraitement devant un écran, prenez un moment pour véritablement faire l'expérience de votre nourriture. Portez votre attention sur la symphonie des saveurs, la danse des textures en bouche, les arômes qui s'en dégagent. Mangez de cette manière, lentement et avec intention, métamorphose une simple nécessité biologique en une profonde pratique d'ancrage dans le présent, la marche consciente. Chaque déplacement, même le plus court, est une occasion de se reconnecter. Sentez le contact de vos pieds sur le sol, qu'il soit souple ou dur. Écoutez la mosaïque des sons environnants, du plus lointain au plus proche. Observez le mouvement de votre corps qui avance dans l'espace. Même une simple marche pour se délier les jambes après une séance de sport peut devenir une méditation en mouvement. L'écoute attentive. Lors d'une conversation, combien de fois écoutons-nous à moitié, l'esprit déjà occupé à formuler la réplique parfaite? Pratiquer l'écoute attentive, c'est offrir à l'autre une présence totale, sans jugement et sans anticiper. Cette qualité d'écoute ne fait pas qu'enrichir nos relations, elle nous ancre puissamment dans l'instant partagé. Pour ce qui est de la pratique formelle de la méditation, l'idée peut sembler intimidante. On imagine souvent des heures d'immobilité dans un silence absolu. La réalité est bien plus accessible. Commencez modestement. Nul besoin de viser une heure complète. 5 minutes par jour suffisent pour débuter. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé, fermez les yeux et portez simplement votre attention sur le va-et-vient de votre souffle. La clé n'est pas la durée, mais la régularité. Les bienfaits de la méditation sont cumulatifs, comme la musculation. C'est la constance qui bâtit la force. Créez un rituel, méditer chaque jour à la même heure, que ce soit au réveil ou avant de dormir, aide à forger une habitude. Ce moment devient une ancre dans la journée, un repère de calme, l'aide des mantras. Pour un esprit particulièrement agité, se concentrer uniquement sur la respiration peut être difficile. Un mantra, qui est un mot ou une phrase simple répétée mentalement, peut servir de phare. Sa répétition aide à canaliser le flux des pensées et à cultiver un sentiment de paix intérieure. Au fur et à mesure que nous approfondissons ces pratiques, quelque chose de fascinant se produit. Elles cessent d'être de simples exercices de bien-être pour devenir des clés de compréhension du monde. Nous commençons à observer, non plus en théorie mais dans notre propre vie, les grands principes du karma, de l'impermanence et de l'interconnexion. Nous réalisons de manière viscérale que nos pensées et nos actions d'aujourd'hui sculptent notre réalité de demain, tout comme notre passé a façonné notre présent. Nous apprenons à accepter la nature éphémère de toute chose, ce qui nous rend plus souples et ouverts au changement. Nous ressentons notre lien profond avec tout ce qui nous entoure, voyant comment le moindre de nos choix peut avoir un impact sur les autres et sur notre environnement. Ces concepts deviennent des expériences vécues, colorant notre quotidien d'un sens nouveau. La pleine conscience et la méditation sont donc des portails vers une vie plus éthique, une application pratique des principes bouddhistes dans notre quête de sens. Car le bouddhisme ne se limite pas à la contemplation, il insiste sur l'importance cruciale de nos actions. Vivre éthiquement, c'est faire des choix en harmonie avec ces lois universelles. Cette démarche n'améliore pas seulement notre propre cheminement, elle contribue activement au bien-être de la société. Le socle de cette éthique repose sur la loi de cause à effet. Nos actions ont des conséquences. Les actions bienveillantes et positives sèment les graines du bonheur, tandis que les actions négatives engendrent la souffrance. Les préceptes éthiques fondamentaux, comme ne pas nuire, ne pas prendre ce qui n'est pas donné, avoir une parole juste ou ne pas consommer de substances qui obscurcissent l'esprit, sont des lignes directrices pour cultiver une existence d'intégrité et de compassion. Le principe de non-nuisance, ahimsa, c'est le cœur de l'éthique bouddhiste. Il va bien au-delà de la simple non-violence physique et s'étend à nos paroles et même à nos pensées.
Pratiquer la non-nuisance nous invite à considérer l'impact de nos mots dans un débat, de nos choix de consommation sur des écosystèmes lointains et à cultiver une attitude de bienveillance active. La générosité de cœur, dana. Il s'agit de l'acte de donner sans rien attendre en retour. Cela peut être du temps, des ressources ou simplement une écoute attentive. La générosité est un puissant antidote à l'égoïsme et à la peur du manque. On peut la pratiquer en faisant du bénévolat, en soutenant une cause qui nous tient à cœur, ou simplement en offrant notre aide à un voisin. L'authenticité, saka. Être vrai est le fondement de la confiance. Cela signifie plus que ne pas mentir. Il s'agit d'être honnête et transparent dans nos intentions et nos communications, d'aligner nos paroles et nos actes. La consommation éclairée. Ce principe nous demande d'être conscients de ce que nous consommons, qu'il s'agisse de nourriture, d'informations ou de biens matériels. Quel contenu choisissez-vous pour nourrir votre esprit? Optez-vous pour des produits issus de filières éthiques? Nos choix de consommation sont des votes quotidiens qui façonnent le monde. La patience et la tolérance. Face aux frustrations, aux retards ou aux désaccords, ces vertus sont nos meilleurs alliés pour préserver notre paix intérieure. La pratique de la patience consiste à accueillir les difficultés avec calme, tandis que la tolérance nous invite à essayer de comprendre le point de vue de l'autre, même si nous ne le partageons pas. La compassion karuna. C'est le désir sincère de voir la souffrance des autres s'apaiser. C'est l'aboutissement logique de la compréhension de notre interconnexion. Elle se manifeste par l'empathie active, se mettre à la place de l'autre et agir pour soulager sa peine. En conclusion, chaque choix éthique que nous faisons, aussi petit soit-il, est comme une pierre jetée dans l'eau. Il crée des ondes qui se propagent bien au-delà de nous, influençant positivement notre entourage et notre environnement. En cultivant la générosité, l'honnêteté et la compassion, nous ne faisons pas que progresser sur notre propre chemin spirituel. Nous participons activement à la création d'un monde plus juste et bienveillant. La vie éthique n'est pas une destination finale, mais un voyage constant, un chemin qui nous demande attention et engagement. C'est une invitation à nous élever et à interagir avec le monde depuis un lieu de plus grande sagesse, ouvrant la voie à un éveil à la fois personnel et collectif. Dans notre monde moderne, il est parfois facile de se sentir comme une île, isolée au milieu d'un vaste océan d'existence. Pourtant, une sagesse ancestrale, comme celle du bouddhisme, nous propose une vision radicalement différente. Nous ne sommes pas des îles, mais plutôt un immense archipel interconnecté où chaque élément est lié aux autres. Explorer cette interconnexion à travers deux piliers fondamentaux, la communauté et la compassion, n'est pas seulement un exercice spirituel, mais une voie vers une transformation profonde de notre rapport à nous-mêmes et au monde. Commençons par l'idée de communauté, ou sangha. Ce n'est pas simplement un groupe de personnes, c'est l'un des trois piliers essentiels du chemin bouddhiste, aux côtés de l'idéal de l'éveil, le Bouddha, et des enseignements eux-mêmes, le Dharma. Imaginez la communauté comme un laboratoire partagé pour l'esprit. C'est un refuge où l'on peut trouver non seulement du soutien, mais aussi un miroir pour nos propres progrès. Au sein de ce collectif, l'encouragement mutuel et la sagesse partagée créent un écosystème propice à la croissance. La véritable force de cette communauté réside dans son hétérogénéité. Des personnes de tous âges et de tous horizons, unies non par leur similitude, mais par une quête commune de clarté et de sens. Ce qui cimente cette structure, c'est un ensemble de valeurs et d'objectifs partagés. Poursuivre une vie éthique et cultiver son intériorité devient plus aisé lorsque l'on est entouré de personnes qui aspirent aux mêmes idéaux. Cela crée un sentiment puissant d'appartenance. De plus, la sagesse collective d'un groupe dépasse toujours ce qu'un seul individu peut accumuler. Un peu comme dans un orchestre symphonique, chaque musicien apporte sa propre maîtrise, mais c'est leur collaboration qui donne naissance à une œuvre magnifique.
Les praticiens plus expérimentés partagent leurs perspectives, offrant des conseils précieux qui peuvent éclairer le chemin de ceux qui débutent leur voyage. Si la communauté est le corps, alors la compassion, ou karuna, en est le cœur battant. C'est le moteur de cette connexion. La compassion bouddhiste va bien au-delà de la simple pitié ou sympathie. C'est un désir actif et profond de voir la souffrance d'autrui s'apaiser. Elle naît d'une prise de conscience viscérale. Nous partageons tous la même vulnérabilité à la douleur. Pour la cultiver, il faut d'abord chercher à comprendre, à développer une empathie sincère. Des pratiques comme la méditation de pleine conscience nous aident à nous connecter plus intimement aux réalités et aux émotions des autres. Mais la véritable compassion ne peut rester passive. Elle appelle à l'action. S'engager activement signifie traduire cette empathie en gestes concrets. Cela peut aller d'un simple acte de gentillesse envers un collègue en difficulté à un engagement plus large pour des causes qui s'attaquent aux racines de la souffrance, comme les inégalités ou la protection de notre environnement. Un aspect crucial de cette démarche est la suspension du jugement. Lorsque nous comprenons que chaque être est le produit d'une histoire complexe et de conditions qui nous échappent souvent, il devient plus naturel d'aborder les autres avec bienveillance plutôt qu'avec condamnation. Comment alors donner vie à ces principes dans notre quotidien? Construire une communauté vibrante implique de créer des espaces réguliers de rencontres, qu'ils soient physiques ou virtuels, pour méditer, discuter ou simplement partager un moment. S'investir dans des projets communs, comme organiser une action caritative ou une journée de nettoyage dans la nature, renforce les liens et donne un sens tangible à la coopération. Une communication ouverte et respectueuse est l'oxygène de toute communauté saine. Elle assure que chaque voix est entendue et valorisée. La pratique de la compassion, elle, s'infuse dans les plus petits gestes. Il s'agit d'être attentif aux occasions d'aider, d'offrir une écoute sans jugement à un ami qui traverse une épreuve. C'est aussi partager ce que l'on a compris, que ce soit à travers des discussions, des écrits ou des ateliers. En éduquant les autres au principe de l'interdépendance, on approfondit sa propre pratique. Enfin, puisque nous sommes tous connectés sur cette planète, prendre soin de notre environnement est l'une des formes les plus puissantes de compassion. Chaque geste pour la conservation écologique est un acte d'amour envers d'innombrables êtres, présents et futurs. Mais cette connexion au monde extérieur serait fragile sans une fondation intérieure solide. C'est ici qu'interviennent deux autres concepts clés, l'acceptation et la résilience. L'acceptation, dans la perspective bouddhiste, n'est pas une résignation passive. C'est une reconnaissance lucide et courageuse de la réalité telle qu'elle est, ici et maintenant. Imaginez-vous face à l'océan. L'acceptation n'est pas de se laisser noyer par les vagues, mais d'apprendre à surfer dessus. En cessant de résister à la nature changeante de la vie, on libère une énergie immense, réduisant la souffrance qui naît de nos attentes déçues. Sur cette base d'acceptation se construit la résilience, la capacité non seulement à se remettre des épreuves, mais à en sortir grandi, plus sage. Ce n'est pas rebondir, mais rebondir vers l'avant. Pensez à l'art japonais du kintsugi, où les poteries brisées sont réparées avec de l'or. Les cicatrices ne sont pas cachées, elles sont sublimées, rendant l'objet plus précieux et unique. La résilience, c'est apprendre à transformer nos fissures en lignes de force. La méditation, la contemplation de l'impermanence et surtout l'autocompassion sont des outils puissants pour la cultiver. Se pardonner ses erreurs est essentiel pour pouvoir se relever. Dans la pratique, face à la perte d'un être cher ou à un échec, l'acceptation nous permet de vivre le deuil pleinement, comme une étape nécessaire à la transformation. Face au stress quotidien, elle aide à prioriser sans céder à la panique. Dans le monde professionnel, la résilience est la clé pour naviguer dans un environnement incertain, pour apprendre des revers et continuer à avancer. Un leader qui incarne ces qualités devient un phare pour son équipe,
montrant par l'exemple comment traverser les tempêtes avec grâce et détermination. En fin de compte, la communauté, la compassion, l'acceptation et la résilience ne sont pas des concepts abstraits à contempler. Ce sont des outils vivants, une sorte de boussole intérieure pour sculpter une existence plus harmonieuse et connectée. En cultivant une communauté bienveillante, nous créons un microcosme du monde que nous souhaitons voir. Chaque acte de compassion, chaque moment d'acceptation est une contribution à une évolution collective vers plus d'empathie. Ces principes nous montrent que la spiritualité n'est pas une fuite du monde, mais un moyen profond et pratique de s'y engager pleinement, pour notre bien et celui de tous. Il existe une sagesse ancienne, souvent résumée dans un proverbe zen d'une simplicité désarmante, « Lâche prise ou laisse-toi entraîner ». Cette phrase, à elle seule, capture l'essence d'une philosophie profonde sur la manière dont nous naviguons dans l'existence. Elle nous place face à un choix fondamental, celui de résister au courant de la vie et d'être emporté par lui, ou celui d'apprendre à nager avec lui, avec grâce et conscience. Une grande partie de nos tourments ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre lutte acharnée contre leur nature inévitable. En explorant cette idée, nous pouvons découvrir comment transformer notre relation avec la souffrance et cultiver une paix intérieure durable. Se laisser entraîner, c'est s'accrocher désespérément à ce qui, par nature, est éphémère. C'est vouloir figer les relations, contrôler les résultats, retenir les moments de joie et repousser les instants de peine. La pensée bouddhiste nous enseigne que cette crispation, cet attachement, est la véritable source de notre mal-être. Imaginez que vous essayez de retenir une poignée de sable. Plus vous serrez le poing, plus les grains s'échappent entre vos doigts. Notre résistance à l'impermanence de la vie fonctionne de la même manière. Nous nous épuisons dans une bataille perdue d'avance contre la nature même de la réalité. Lâcher prise, à l'inverse, n'est pas un acte de faiblesse ou de résignation passive. C'est une libération consciente et volontaire. C'est la décision courageuse de desserrer l'emprise sur nos attentes, nos désirs rigides et notre besoin de tout maîtriser. Cette approche est fondée sur la reconnaissance de deux vérités fondamentales. Tout change constamment et notre pouvoir de contrôle est limité. L'acceptation dans ce contexte devient une force transformatrice. Elle nous invite à nous harmoniser avec le réel, réduisant ainsi la friction intérieure qui génère la souffrance et nous ouvrant à une plus grande sérénité. Mais comment cultiver cette acceptation au quotidien ? Cela commence par des outils pratiques comme la méditation et la pleine conscience. En nous asseyant régulièrement pour observer le flot de nos pensées et de nos émotions sans jugement, nous développons une conscience aiguë de leur caractère passager. Nous apprenons à voir nos peurs et nos angoisses non pas comme des entités solides et permanentes, mais comme des nuages traversant le ciel de notre esprit. Cette pratique renforce notre capacité à rester calme et centré, même au cœur de la tempête, en observant les vagues de la vie sans nous laisser submerger. Au-delà de la simple observation, nous pouvons cultiver activement l'équanimité. Des pratiques comme la méditation sur la bienveillance, metta, ou la compassion, karuna, nous aident à développer un état émotionnel stable, une sorte de port d'attache intérieure. C'est la capacité d'accueillir les joies comme les peines avec une même ouverture, sans être emporté par l'euphorie ni anéanti par le désespoir. C'est une compétence essentielle pour faire face aux épreuves avec sang-froid et dignité. La philosophie nous offre également des pistes de réflexion. Contempler l'impermanence de toute chose peut radicalement changer notre perception de la souffrance. Quand nous intégrons profondément que cela aussi passera, l'intensité de nos difficultés diminue, elles deviennent des étapes temporaires, bien que significatives, sur notre chemin. De même, réfléchir à notre interconnexion avec tous les êtres vivants peut alléger le fardeau de nos épreuves. En réalisant que nos difficultés personnelles font partie d'une vaste tapisserie humaine, le sentiment d'isolement s'estompe, remplacé par un sentiment d'appartenance
et de sens partagé. N'avez-vous jamais ressenti ce lien profond en écoutant le récit d'un autre et en y reconnaissant un écho de votre propre vécu? Ces pratiques renforcent notre résilience. Chaque défi que nous traversons en appliquant ces principes ne fait pas que nous permettre de rebondir. Il nous propulse vers l'avant, tel un arbre qui, en pliant sous le vent, renforce ses racines. Nous sortons de l'adversité avec une sagesse et une force accrues. Les difficultés nous forcent à regarder nos vulnérabilités en face, nous conduisant à une connaissance de soi plus profonde et finalement à une plus grande maîtrise intérieure. Cette force ne bénéficie pas qu'à l'individu. Les communautés qui encouragent cette culture de la résilience tissent des liens de soutien bien plus solides. Quand nous partageons nos luttes et soutenons les autres dans les leurs, nous ne faisons pas que renforcer nos relations. Nous bâtissons un véritable filet de sécurité collectif. Le fait de traverser des épreuves peut approfondir notre empathie, nous rendant plus aptes à comprendre et à soulager la souffrance de ceux qui nous entourent. Une communauté devient alors un écosystème où la vulnérabilité partagée devient une force commune. En somme, l'approche bouddhiste face aux difficultés n'est pas une simple stratégie de survie, mais une méthode pour s'épanouir. Elle nous enseigne que chaque instant, aussi ardu soit-il, contient en lui la promesse d'une croissance future. En intégrant ces expériences dans le récit plus large de notre vie, chaque épreuve devient une étape vers une plus grande lucidité, chaque obstacle un maître sur le chemin. Ce faisant, nous ne nous contentons pas d'endurer les défis de la vie, nous les utilisons comme des tremplins pour approfondir notre compassion, élargir notre compréhension et contribuer de manière positive à notre propre bien-être et à celui du monde. Le voyage vers l'illumination n'est pas un chemin exempt d'obstacles, mais un chemin où chaque obstacle est une porte vers une existence plus riche et plus paisible. Au cœur de notre quête de sérénité se trouve une idée à la fois simple et profondément libératrice, le lâcher-prise. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, au-delà du concept ? C'est d'abord une invitation à danser avec l'impermanence de l'existence. Imaginez un instant que vous essayez de retenir de l'eau dans votre poing fermé. Plus vous serrez fort, plus elle vous échappe. La vie fonctionne de la même manière. Tout change, tout évolue, tout se transforme. Nos joies, nos peines, nos relations, nos certitudes, tout est dans un flux constant. Lutter contre ce courant naturel, c'est s'épuiser inutilement et générer de la souffrance. En revanche, accepter cette nature éphémère de chaque chose nous permet de naviguer les vagues du changement avec souplesse et élégance, comme un surfeur qui ne combat pas la vague mais utilise sa puissance pour avancer. Ensuite, lâcher prise, c'est oser faire confiance au processus. C'est un peu comme planter une graine. On prépare la terre, on arrose, mais on ne peut pas forcer la plante à sortir en tirant dessus. Il faut faire confiance au cycle naturel de la croissance. De même, la vie a son propre rythme, sa propre intelligence. S'acharner à vouloir tout contrôler, tout planifier, c'est ignorer cette sagesse intrinsèque. Cette confiance se cultive, notamment par des pratiques qui nous ancrent dans l'ici et maintenant, comme la méditation. Elle nous apprend à être simplement avec la vie telle qu'elle se déploie, sans la juger ni vouloir la tordre à notre volonté. Comment intégrer ce lâcher-prise dans notre quotidien? Pour que cette philosophie ne reste pas une belle théorie, il est essentiel de l'ancrer dans le concret. La méditation de pleine conscience est une porte d'entrée magnifique. Il ne s'agit pas de faire le vide, mais d'observer le ballet incessant de nos pensées et de nos émotions sans s'y accrocher, sans les juger. Avec une pratique régulière, on développe une sorte d'espace intérieur, un recul qui nous permet de ne plus réagir au quart de tour à chaque événement. Il existe aussi des méditations plus ciblées, centrées sur l'acte même de laisser aller. On peut visualiser des attachements, des désirs ou des fardeaux comme des objets que l'on dépose ou des nuages que l'on regarde passer jusqu'à ce qu'ils se dissolvent à l'horizon. C'est un entraînement mental pour assouplir notre prise sur les choses. Au-delà de la méditation,
La vie de tous les jours est notre plus grand terrain de jeu. Commencez par accepter les petites contrariétés sans résistance. Un embouteillage, un rendez-vous annulé, la pluie un jour de pique-nique. Accueillez ces moments avec équanimité, sans laisser votre humeur être dictée par eux. Pratiquez aussi le non-attachement dans vos activités. Engagez-vous dans un projet créatif pour la joie du processus lui-même, pas uniquement pour la reconnaissance ou le résultat final. Participez à une conversation pour le plaisir de l'échange et non pour absolument imposer votre point de vue, les fruits d'une vie de lâcher-prise. Cultiver cette posture intérieure apporte une immense résilience émotionnelle. L'équanimité, cette capacité à rester stable face au haut et au bas, n'est pas de l'indifférence, c'est une force tranquille, un calme profond qui demeure quelles que soient les turbulences extérieures. Les pertes et les changements, inévitables, deviennent alors des occasions de pratique. Laisser partir des vêtements que l'on ne porte plus, accepter la fin d'une relation. Chaque expérience de perte peut devenir un enseignement sur le détachement. L'un des bénéfices les plus immédiats est une réduction drastique du stress et de l'anxiété. Quand on cesse cette lutte perpétuelle contre la réalité, on s'autorise à vivre de manière plus détendue et ouverte. On libère un espace immense pour que la joie et le contentement puissent émerger sans la pression constante de devoir faire en sorte que. On trouve une satisfaction profonde dans la manière dont les choses se déroulent d'elles-mêmes. Pour beaucoup, ce chemin est aussi une porte vers une connexion spirituelle plus profonde, un moyen de transcender les limites de l'ego pour toucher à un sentiment plus vaste de soi et de l'univers. Le pouvoir du lâcher-prise dans nos relations et nos communautés, cette approche transforme aussi nos interactions. Dans nos relations, lâcher-prise signifie abandonner le désir de changer ou de contrôler l'autre. Cela nourrit le respect, l'acceptation et l'amour, créant des liens plus sains et plus forts. À une échelle plus large, une communauté qui intègre cette philosophie peut affronter les défis collectifs, qu'il s'agisse d'une crise économique ou d'un changement social, avec une fluidité et une capacité d'adaptation remarquables. Embrasser la vie comme un grand voyage d'exploration. La perspective bouddhiste nous invite à voir la vie non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme un voyage initiatique vers la découverte de soi. Chaque expérience, agréable ou douloureuse, est une opportunité d'apprendre. C'est un cadre puissant pour transformer notre regard sur les défis. Le but ultime de ce périple est l'éveil, un état de paix profonde qui naît d'une compréhension intime de la nature de la réalité. La pleine conscience est notre boussole dans ce voyage. Elle nous aide à être pleinement présents à chaque étape, à répondre aux situations avec sagesse plutôt que de réagir par habitude. Pour cela, des pratiques quotidiennes sont fondamentales. La méditation pour cultiver la clarté, l'intégration de la pleine conscience dans les gestes simples comme manger ou marcher, et l'étude des grandes sagesses pour nourrir notre compréhension. Mais la véritable application se fait dans la vie réelle. Vivre avec intégrité, pratiquer la bonté, reconnaître notre interdépendance avec tous les êtres. Les défis ne sont plus des obstacles, mais des maîtres. La souffrance reconnue comme une part de l'existence devient un catalyseur de croissance. Chaque difficulté est un outil pédagogique qui nous apprend la patience, la persévérance et la résilience. Cette résilience n'est pas une armure, mais la capacité de traverser les épreuves sans perdre sa paix intérieure. Dans ce voyage, nous ne sommes pas seuls. La communauté, la Sangha, joue un rôle crucial. Nos compagnons de route nous offrent soutien, perspective et encouragement. Apprendre des expériences des autres est un cadeau inestimable pour surmonter nos propres épreuves. Finalement, embrasser le voyage de la vie de cette manière est profondément transformateur. Ce n'est pas un chemin linéaire, mais un cycle constant d'apprentissage, de pratique et de croissance. La paix que nous cherchons n'est pas l'absence de défis,
mais la capacité à les traverser avec un cœur ouvert et un esprit serein. C'est un voyage qui enrichit non seulement notre propre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. C'est cesser de vouloir contrôler la destination pour enfin savourer la beauté infinie du chemin. Il existe des techniques de méditation conçues spécifiquement pour forger notre patience. Imaginez des exercices mentaux où l'on observe le va-et-vient de nos émotions comme des nuages qui traversent le ciel sans jamais s'y accrocher. On peut aussi se confronter mentalement, dans un espace de sécurité, à des scénarios qui, d'habitude, nous font perdre pied, afin d'apprivoiser notre réaction d'impatience. Au-delà de la méditation formelle, la vie de tous les jours est un formidable terrain d'entraînement. Chaque petite frustration devient une occasion en or. Pensez au concert assourdissant des klaxons dans un trafic immobile, à l'attente interminable devant un guichet ou à l'échange délicat avec une personne au caractère difficile. Chacun de ces moments n'est pas une agression, mais une invitation à respirer et à cultiver le calme intérieur. C'est un véritable gymnasium pour l'âme. Pour aller plus loin, tenir un journal de bord de ces expériences peut être incroyablement révélateur. Y décrire les situations qui ont mis notre patience à l'épreuve et analyser avec honnêteté nos réactions nous offre des clés de compréhension uniques sur nos propres mécanismes et les pistes pour les améliorer. Pour que cette patience ne soit pas qu'une simple façade, elle doit s'ancrer dans une confiance profonde, un concept central dans la pensée bouddhiste. Il s'agit d'une confiance triple. D'abord, la confiance dans le dharma, c'est-à-dire dans les lois naturelles qui régissent l'univers. Étudier et méditer sur les grands principes philosophiques, c'est un peu comme un marin qui apprend à lire les étoiles et à faire confiance au courant. Cela renforce notre conviction qu'il existe un ordre sous-jacent au chaos apparent de la vie. S'inspirer de ceux qui ont marché avant nous, qu'ils soient des sages anciens ou des praticiens contemporains, nous donne des exemples vivants que cette voie est possible. C'est voir la preuve que la carte mène bien à destination. Ensuite, il y a la confiance en soi, en notre propre potentiel inné de sagesse et de résilience. Méditer sur cette nature profonde, c'est réaliser que nous possédons déjà les ressources pour surmonter les obstacles. C'est pourquoi il est si important de célébrer nos petites victoires. Chaque fois que nous réussissons à appliquer un de ces principes, même modestement, nous renforçons cette confiance en notre capacité à grandir et nous nous motivons à persévérer. Enfin, la confiance dans le karma. Plutôt qu'une loi de punition, il faut le voir comme le principe universel de cause à effet. Chaque pensée, parole ou acte est une graine que nous plantons. En cultivant des actions éthiques et bienveillantes, nous développons une confiance intime dans le fait que nous récolterons des fruits positifs, car nous voyons les effets bénéfiques se manifester dans notre vie et celle des autres. Armés de cette patience et de cette confiance, notre manière de naviguer les défis de l'existence se transforme radicalement. Face aux épreuves personnelles, la patience nous permet de traverser les tempêtes sans être submergés par la vague des émotions négatives. Elle nous offre la stabilité nécessaire pour résoudre les problèmes avec lucidité. La confiance, elle, dissipe le brouillard du doute et de la peur. Elle nous donne le courage d'affronter l'inconnu, non pas comme une menace, mais comme une opportunité de croissance. Dans nos relations, ces qualités sont inestimables. La patience désamorce les conflits avant qu'ils n'explosent, créant un espace pour que la compréhension et la compassion puissent s'épanouir. La confiance envers soi et envers l'autre est le ciment qui solidifie les liens et permet des interactions authentiques et profondes. Pour guérir les blessures du passé, pardonner aux autres ou à soi-même, la patience et la confiance sont les deux piliers du processus. En conclusion, cultiver la patience et la confiance n'est pas un acte passif, c'est un engagement actif, un effort constant pour rester présent et conscient, tout en gardant une perspective plus large sur la nature de la réalité. Ces qualités nous permettent d'affronter la vie avec un cœur serein et un esprit ouvert,
de rester stable au milieu du changement et d'interagir avec le monde depuis un lieu de paix intérieure. Cette perspective est magnifiquement éclairée par un autre concept fondamental, l'impermanence. Dans la philosophie bouddhiste, c'est la clé de voûte de la compréhension de l'existence. Tout est en constant changement, comme une étoile qui naît, brille, puis s'éteint. Toute chose dans notre univers, de la plus infime particule à nos émotions les plus intenses, est éphémère. Cette idée peut sembler vertigineuse, mais c'est en réalité un outil de libération d'une puissance inouïe. Comprendre l'impermanence, c'est d'abord reconnaître que le changement est la seule constante. Rien n'est figé. C'est aussi comprendre le lien avec la souffrance. Le Bouddha enseignait que notre souffrance naît de notre attachement, de notre désir que les choses, les gens et les situations restent les mêmes, alors que leur nature même est de changer. En acceptant l'impermanence, nous desserrons l'étau de cet attachement et trouvons une paix plus grande. Pour intégrer cette sagesse, la méditation de pleine conscience est un excellent laboratoire. On y observe le flux incessant des pensées et des sensations, sans jugement, en prenant conscience de leur nature transitoire. Dans la vie de tous les jours, cela se traduit par une plus grande capacité à accepter les changements. La fin d'un projet, une relation qui évolue ou un simple imprévu. Cette acceptation réduit la résistance et l'agitation mentale. Lâcher prise devient une pratique concrète. En se détachant des objets matériels, on s'entraîne à se détacher plus sainement des idées et même des relations, non par indifférence, mais par sagesse. L'impermanence devient alors un moteur de croissance personnelle. Chaque perte, petite ou grande, est une leçon sur la nature de la vie et sur notre propre résilience. Les cycles de déclin et de renouveau, visibles dans la nature à travers les saisons, se retrouvent dans nos vies. Reconnaître cela inspire l'optimisme. Après l'hiver vient toujours le printemps. Notre résilience émotionnelle s'en trouve renforcée. Comprendre que même les émotions les plus douloureuses sont temporaires nous aide à les traverser sans nous y noyer. Cette prise de conscience enrichit notre appréciation du présent. Savoir que chaque instant est unique et fugace nous incite à le vivre plus intensément, à pratiquer la gratitude pour ce qui est là, maintenant, plutôt que de se lamenter sur ce qui a été ou de s'inquiéter de ce qui sera. Dans nos relations, cette sagesse nous pousse à aimer plus profondément, à pardonner plus vite, à être véritablement présent pour nos proches, sachant que ce temps partagé est précieux et limité. À une échelle plus large, cette compréhension de l'impermanence a des implications profondes pour la société. Une communauté qui intègre cette idée devient plus résiliente face aux crises. Reconnaître l'impermanence de nos ressources naturelles nous pousse vers des modes de vie plus durables et une consommation plus éthique pour préserver notre environnement pour les générations futures. En définitive, embrasser l'impermanence n'est pas un appel au nihilisme ou au désespoir. C'est une invitation à danser avec la vie plutôt qu'à lutter contre son courant. C'est s'engager pleinement dans nos projets et nos relations avec la lucidité de leur nature temporaire. Cette conscience nous libère de la peur et nous permet d'aimer sans retenir, d'agir avec audace et de vivre avec un cœur ouvert. Chaque fin n'est alors plus une tragédie, mais la promesse silencieuse d'un nouveau commencement. La compassion est bien plus qu'une simple vertu morale. Elle représente le cœur battant de nombreuses traditions de sagesse et notamment de la philosophie bouddhiste. Il ne s'agit pas d'un commandement éthique abstrait, mais d'une méthode profondément pragmatique, découverte et enseignée par le Bouddha comme un outil de transformation. C'est une alchimie intérieure qui permet de transmuter notre propre souffrance en une connexion authentique et profonde avec le monde qui nous entoure. En ouvrant notre cœur à la pratique de la compassion, nous ne faisons pas que tendre la main pour alléger le fardeau des autres. Nous entreprenons un voyage qui enrichit notre propre paysage émotionnel et spirituel, semant les graines d'une société plus solidaire, où l'empathie n'est plus une exception mais la norme. Décoder la compassion.
au-delà de la sympathie, pour véritablement comprendre ce qu'est la compassion, ou karuna en pali, il faut dépasser la simple pitié ou la sympathie. La compassion est un souhait actif, une intention puissante que tous les êtres, sans exception, puissent être libérés de leur souffrance et des causes de leur souffrance. C'est la différence entre voir quelqu'un tomber et ressentir de la peine pour lui, et l'élan intérieur qui nous pousse à lui tendre la main pour l'aider à se relever. Cette aspiration prend racine dans une prise de conscience fondamentale, l'interconnexion de toutes choses. Imaginez un instant l'univers non pas comme une collection d'objets isolés, mais comme une immense toile cosmique où chaque fil est relié à tous les autres. Chaque vibration, chaque mouvement sur un fil se propage à travers l'ensemble du réseau. La prise de conscience que nous ne sommes pas des îles solitaires, mais des nœuds interdépendants dans ce vaste tissu de la vie, est la fondation même de la compassion. Comprendre cela, ne serait-ce qu'intellectuellement au début, modifie radicalement notre capacité à ressentir de l'empathie. La souffrance de l'autre n'est plus étrangère, elle est une vibration qui nous atteint directement. Entraîner le muscle du cœur, des pratiques pour cultiver la compassion. Comme pour toute compétence, la compassion se cultive et se renforce par la pratique. Ce n'est pas un don inné, mais un muscle du cœur que l'on peut entraîner. La méditation, laboratoire de l'esprit. La méditation de la bienveillance, metta, est l'un des exercices les plus directs. Elle consiste dans le silence de notre esprit à générer activement des sentiments de chaleur et de bienveillance en répétant des phrases simples. On commence par soi-même, car on ne peut offrir ce que l'on n'a pas, puis on étend progressivement ce souhait de bien-être à un proche, à une personne neutre, à quelqu'un avec qui l'on a des difficultés, et enfin à tous les êtres vivants. C'est un exercice d'élargissement du cœur qui brise les barrières que nous érigeons entre moi et les autres. Une autre pratique puissante consiste à visualiser la souffrance d'autrui et à leur envoyer mentalement des vagues de soulagement et de bonheur. Cet acte d'imagination active peut déclencher une réponse émotionnelle et spirituelle d'une profondeur surprenante. La compassion en action au quotidien, l'art de l'écoute profonde. Dans notre monde bruyant et rapide, offrir son attention pleine et entière est un acte de compassion rare et précieux. L'écoute active, c'est être totalement présent pour l'autre. Écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre. C'est accueillir ses mots, ses silences et ses émotions sans jugement, en lui offrant l'espace sécurisant d'être vu et entendu. Les petits gestes qui sèment de grande joie. La compassion n'a pas besoin d'être héroïque. Elle se niche dans les gestes du quotidien. Aider un voisin à porter ses courses, offrir un sourire sincère à un inconnu, prendre un instant pour remercier la personne qui nous a servi un café. Ces actes, même modestes, créent des ondulations positives et ancrent en nous l'habitude de la bienveillance. Les fruits de la compassion, croissance personnelle et impact social. Forger la résilience émotionnelle. Pratiquer la compassion est un formidable entraînement à l'intelligence émotionnelle. En apprenant à reconnaître et à comprendre les émotions des autres, nous devenons plus habiles à naviguer les nôtres. Cela nous aide à réguler nos propres états émotionnels, réduisant l'emprise du stress, de l'anxiété ou de la colère. Se concentrer sur le bien-être d'autrui a un effet paradoxal. Cela nous détourne de nos propres ruminations et engendre des sentiments de satisfaction et de joie profonde. Bâtir des relations authentiques, la compassion est le ciment des relations humaines solides. Lorsque nous montrons un intérêt sincère pour le bonheur et la souffrance de l'autre, nous construisons des ponts de confiance et de respect mutuel. La communication devient plus fluide, plus honnête, car elle est portée par l'intention de comprendre plutôt que de juger. Les conflits, inévitables, peuvent alors être abordés non pas comme des batailles à gagner, mais comme des problèmes à résoudre ensemble. Tisser une communauté plus forte, à plus grande échelle, la compassion est le fil qui tisse la cohésion sociale.
Elle inspire des comportements altruistes qui renforcent les liens communautaires, des politiques publiques imprégnées de compassion dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de la justice sociale, créent des sociétés plus inclusives et résilientes. Un impact planétaire. La compassion ne s'arrête pas aux frontières de notre espèce. Elle s'étend naturellement à tous les êtres vivants et à notre planète elle-même. Cette conscience peut inspirer un consumérisme plus éthique, nous poussant à soutenir des filières durables et équitables. Elle est souvent le moteur de l'engagement pour la justice sociale, les droits humains et la protection de l'environnement, contribuant à un monde plus juste pour tous. Les défis sur le chemin, naviguer avec sagesse. Le chemin de la compassion n'est pas sans obstacle. Gérer la fatigue empathique. S'ouvrir à la souffrance du monde peut être épuisant. Il est crucial d'apprendre à poser des limites saines pour éviter l'épuisement émotionnel. Savoir qu'en prendre du recul pour se ressourcer n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, l'indispensable autocompassion. Le voyage commence à l'intérieur. Pratiquer l'autocompassion signifie se traiter soi-même avec la même gentillesse, la même patience et la même compréhension que l'on offrirait à un ami cher. C'est le carburant qui nous permet de continuer à offrir notre compassion aux autres. Surmonter nos propres biais, nous avons tous des préjugés, conscients ou inconscients. Reconnaître honnêtement nos angles morts et travailler activement à les déconstruire est essentiel pour cultiver une compassion authentique et universelle qui ne trie pas entre ceux qui méritent notre aide et les autres. Conclusion. Le pouvoir silencieux qui transforme le monde. Cultiver la compassion est une pratique révolutionnaire. Elle change non seulement notre manière d'interagir avec les autres, mais aussi la perception que nous avons de nous-mêmes et de notre place dans le monde. C'est un chemin qui mène à la fois à une forme d'épanouissement personnel et à la guérison collective. En développant un cœur compatissant, nous initions un cycle d'énergie positive qui illumine notre propre vie et rayonne vers l'extérieur, influençant notre entourage et notre communauté. Ce n'est pas une destination, mais un voyage continu qui demande de la patience, de la conscience et du courage. Il nous met au défi d'élargir notre perspective, d'approfondir nos connexions et d'enrichir notre expérience de vie. À travers la compassion, nous découvrons que les barrières entre soi et l'autre sont bien plus poreuses qu'il n'y paraît et que notre propre bonheur est intimement lié à celui de tous. En embrassant la compassion, nous nous approprions un outil puissant de transformation, nous rapprochant un acte à la fois d'un monde où la souffrance n'est plus seulement une affaire individuelle, mais une responsabilité collective que nous œuvrons tous à soulager. Avez-vous déjà eu la sensation de traverser vos journées en pilote automatique, de réagir aux événements plus que de les vivre réellement? C'est une expérience que nous partageons tous à un certain degré. Au cœur de cette existence parfois mécanique se trouve une clé, une pratique aussi ancienne que profonde, la pleine conscience. Il ne s'agit pas simplement d'une technique de relaxation, mais d'une véritable philosophie de vie qui nous invite à redécouvrir le monde, à commencer par notre propre univers intérieur. Le premier pas sur ce chemin est d'améliorer la connaissance de soi. Imaginez-vous un instant comme un astronome qui, pour la première fois, pointe son télescope non pas vers les étoiles lointaines, mais vers son propre esprit. La pleine conscience nous offre cet instrument. Elle nous permet d'observer le flot incessant de nos pensées et de nos émotions, non pas pour les juger ou les supprimer, mais simplement pour les reconnaître. Sans cette observation détachée, nous sommes souvent les marionnettes de nos propres schémas émotionnels. La tristesse colore notre journée en gris, la colère nous pousse à des paroles que nous regrettons. En prenant conscience de ces schémas, nous commençons à comprendre leurs déclencheurs et leur nature éphémère. Cette prise de conscience mène naturellement à une plus grande maîtrise de soi. Lorsque nous sentons monter une impulsion, la frustration dans un embouteillage, l'envie de répondre sèchement à une critique, la pleine conscience crée un espace.
un instant précieux entre le stimulus et la réaction. Dans cet espace se trouve notre liberté, la liberté de choisir une réponse mesurée plutôt qu'une réaction automatique. Cette capacité à répondre consciemment est le fondement non seulement du développement personnel, mais aussi d'une conduite plus éthique et harmonieuse avec notre entourage. Elle nous aide à réduire l'emprise du stress et de l'anxiété, car nous apprenons à naviguer les tempêtes de la vie, non pas en luttant contre les vagues, mais en trouvant le calme dans les profondeurs de notre être. Le bien-être qui en découle n'est pas une euphorie passagère, mais un contentement stable, né d'une appréciation renouvelée pour la richesse de chaque instant. Mais ce voyage intérieur ne s'arrête pas aux frontières de notre propre esprit. Il rayonne inévitablement vers l'extérieur, transformant nos relations et notre place au sein de la communauté. En étant pleinement présents dans nos interactions, nous commençons à écouter vraiment, à voir l'autre au-delà de nos propres projections. C'est le terreau de l'empathie. Lorsque nous sommes attentifs à la situation et aux émotions de quelqu'un, une réponse compatissante devient une évidence. Nous nous connectons à un niveau plus profond, créant des liens plus authentiques. Au sein d'un groupe, que ce soit au travail ou dans notre communauté, cette conscience partagée améliore la concentration, diminue les conflits et renforce la collaboration. Des communautés plus conscientes deviennent plus résilientes, capables de faire face aux défis collectifs avec une plus grande solidarité et une meilleure capacité d'adaptation. Bien sûr, ce chemin n'est pas sans obstacles. La vision bouddhiste nous enseigne une vérité puissante. Les obstacles ne sont pas des échecs, mais des opportunités déguisées, des leçons essentielles à notre croissance. Ils sont les poids qui renforcent nos muscles spirituels. Ces défis peuvent être externes, des contraintes professionnelles, des difficultés relationnelles, ou internes, comme le doute, la peur ou les schémas de pensée négatifs qui nous habitent. Le bouddhisme nous offre une boussole pour naviguer ces territoires. La pratique de la méditation et de la pleine conscience est ici fondamentale. Elle nous permet d'observer nos réactions face à l'obstacle sans nous laisser emporter. On peut alors appliquer des principes comme celui de la voie du milieu, qui nous invite à trouver une approche équilibrée, évitant les extrêmes de la passivité et de la réaction agressive. On cultive l'équanimité, cet état d'esprit calme et stable qui nous permet de rester serein face aux hauts et aux bas inévitables de l'existence. Chaque obstacle surmonté renforce notre patience, notre persévérance et notre sagesse. Il nous pousse à être plus flexibles, plus créatifs, à trouver des solutions innovantes qui peuvent nous ouvrir à des perspectives de vie inattendues. Dans nos relations, un conflit peut devenir une chance d'approfondir la compréhension mutuelle et de pratiquer le pardon, en lâchant prise sur la colère et le ressentiment. Au sein d'une communauté, une épreuve partagée peut forger des liens indestructibles, unissant les individus autour d'un objectif commun et révélant une force collective insoupçonnée. Cependant, le principal défi de cette voie est la constance. Intégrer la pleine conscience dans un quotidien rempli de distractions exige de la discipline et un engagement sincère. Parfois, cette pratique nous confronte à des émotions désagréables que nous préférerions ignorer. Apprendre à rester avec cet inconfort sans s'y attacher est une compétence cruciale, bien que difficile à maîtriser. Il s'agit de trouver l'équilibre subtil entre être pleinement conscient de ce qui est présent et ne pas se laisser submerger. En fin de compte, embrasser la pleine conscience, c'est choisir de vivre de manière plus intentionnelle. C'est un engagement à être pleinement présent pour notre propre vie, à réduire notre tendance à ruminer le passé ou à angoisser sur l'avenir. En faisant cela, nous enrichissons non seulement notre propre existence, mais nous contribuons également à un monde plus réfléchi et compatissant. Chaque personne qui s'engage sur cette voie ajoute une petite lumière à une conscience collective grandissante, une lumière qui favorise la paix, la connexion authentique et la capacité à traverser les défis de la vie avec grâce et sagesse.